Ils ont été la force vive employée par la France lors des 30 Glorieuses. Entre les années 50 et 70, des jeunes hommes sont venus d'Afrique, magasiniers, ouvriers en usine ou dans le bâtiment. Après les hôtels, les foyers, ces hommes ont fini par s'établir plus durablement sur le sol français et y fonder leur famille. Parmi eux, les Maghrébins ont investi ce qui allait devenir des bidonvilles. Comment étaient organisés ces bidonvilles, notamment ceux de Nanterre? On en parle avec Serge Santelli, architecte spécialisé dans les architectures orientales. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez coécrit avec Isabelle Herpin cet ouvrage, La rue des Prés, habiter un bidonville à Nanterre, donc aux éditions Société de Nanterre. Société d'histoire de Nanterre, pour être précis. À quoi ressemblaient les bidonvilles dans les années 60? Et les bidonvilles ont été construits par les gens eux-mêmes, parce que quand on a fait appel à eux pour travailler dans les usines et pour reconstruire la France, il n'y avait pas de logement prévu pour eux. Il y avait du travail, mais il n'y avait pas de logement. Donc ils ont été obligés de construire leur maison ou leur habitat dans des terrains vides, des terrains qui étaient non édificandis, interdits de construction, et en particulier à Nanterre, dans la périphérie du nord de Nanterre, c'est-à-dire entre la ville de Nanterre et la Seine, il y avait pas mal d'espaces vides, d'espaces non édificandis, dans lesquels 9 bidonvilles exactement ont été construits à partir des années 60 à Nanterre, dont le plus grand s'appelle le bidonville de la Garenne, avec une majorité d'Algériens avec 25% de Portugais, mais celui que nous avons étudié avec Isabelle Herpin, est un bidonville de 2000 habitants, essentiellement habité par des Algériens et des Marocains. Il y avait 2 bidonvilles. Il y avait un petit bidonville qui était au 66 rue des Prés. La rue des Prés, c'est une rue qui longeait la Seine. Et au 97, il y avait un plus grand bidonville. En tout, il y avait 2000 habitants. Dans le petit bidonville, il y avait des Marocains. Et dans le plus grand bidonville, il y avait une majorité d'Algériens avec un petit peu de Tunisiens et de Marocains. Alors justement, donc vous avez beaucoup travaillé sur la manière dont étaient organisés ces bidonvilles par les travailleurs algériens et marocains notamment. Est-ce qu'il y a dans l'aménagement des éléments empruntés à leur culture? Absolument. Vous avez tout à fait raison de mentionner cette chose. C'est que ce phénomène d'emprunt à une culture maghrébine pour construire leur propre habitat, on l'a constaté parce que nous avons fait le relevé complet du bidonville, les 2 bidonvilles. Nous avons décidé de rentrer dans toutes les maisons, avec l'accord évidemment des occupants, de les dessiner, pour essayer de comprendre l'organisation spatiale du bidonville. Et nous avons été très interpellés, étonnés, par le fait que nous avons retrouvé dans le plan du bidonville, des 2 bidonvilles, du petit et du grand, un plan très similaire à celui qu'on trouve dans les médinas. À savoir, il y a une rue principale avec des commerces. Cette rue principale dessert des impasses perpendiculaires à cette rue. Et au fond de ces impasses, le long de ces impasses, vous avez des maisons à cour. Et ça, c'est une manière, c'est une configuration spatiale qui est typique de la Médina, qui est la ville historique au Maghreb et dans les pays arabo-musulmans en général. Alors, dans les bidonvilles, donc les conditions de vie sont difficiles. Vous avez le froid, les rats. Mais d'un point de vue social, il y a aussi une grande richesse? Oui, il y a certainement une grande richesse sociale, dans la mesure où le bidonville est très compact. Les maisons sont construites les unes sur les autres pour des raisons d'économie. Et d'ailleurs, l'aspect du bidonville, c'est pas du bidon, puisque les murs étaient construits en parpaing enduit. Donc quand on visite le bidonville, on ne voit pas vraiment les bidons. Les bidons ont été surtout utilisés, les tôles ont été utilisées pour les toits. Donc il y a des impasses, des rues, des cours, et il y a une vie sociale très grande, surtout pour les jeunes. Elle se déroule où, la vie sociale? Eh bien, dans les rues, dans les impasses, et au début de la rue principale, dans lequel on rentre dans le bidonville, il y a des commerces, il y a 4 ou 5 cafés, il y a des coiffeurs, il y a des épiciers, et c'est autour, et c'est dans cette partie de la rue qui est au début du bidonville que se retrouvent et les jeunes et les adultes pour consommer ou faire du commerce. Alors, dans ces bidonvilles, les maisons sortaient de terre rapidement, souvent donc, en pleine nuit. Comment étaient-elles aménagées? Les maisons sont toutes très typiques, c'est-à-dire qu'elles ont le même plan. Et si elles étaient construites en une nuit, c'est parce qu'en fin de compte, on n'avait pas le droit de construire de maison, et que quand la police venait le matin
et qu'elle constatait qu'il y avait une famille dans la maison, elle ne pouvait pas démolir la maison. Parce qu'il fallait reloger la famille, il n'y avait pas de logement pour les reloger. Donc les maisons contiennent des pièces, et on appelle ça des baraques. Ceux qui ont travaillé sur les bidonvilles, en général, dénomment ces maisons comme des baraques. Moi, j'hésite à utiliser ce terme qui est très péjoratif. Ce sont de vraies maisons que les gens ont construites. D'abord, chacune avait une cour. Toutes les maisons avaient une cour. Après ça, on traverse la cour. Alors, quand on rentre dans la maison, on rentre dans la cour. Une fois qu'on est rentré dans la cour dans laquelle il y a le WC et puis le dépôt, et éventuellement un coin cuisine extérieur, on rentre dans une cuisine. La cuisine, c'est là où on prépare les repas, où on mange tous les jours le repas. Après, on traverse la cuisine pour aller dans une pièce de séjour, dans le salon, dans lequel il y a des lits d'enfants, et dans lequel il y a la télévision, et dans lequel on mange éventuellement le vendredi. Et puis la dernière pièce, c'est la chambre des parents, après avoir traversé la cour, la cuisine, le séjour, et les chambres des enfants. Et on arrive à la dernière chambre, qui est la chambre des parents, que souvent on appelait la chambre de la mère. Donc vous voyez, on a un circuit qui permet de traverser la maison, de la cour jusqu'à la chambre de la mère, qui est très fortement symbolique. On protège les parents qui sont au fond de la maison et qui sont le plus éloignés possible de l'entrée de la maison, proche de la rue, proche du toilette. Voilà. Alors, les Algériens, les Marocains se sont appropriés ces espaces avant d'être relogés dans des habitats sociaux. On parlait à l'époque d'apprendre aux populations les normes françaises. Alors, les normes françaises, cela veut dire quoi en fait? Vous avez raison de parler de normes françaises parce qu'en fait, dans la loi de Debré, la loi Debré de 1964, qui stipulait que tous les bidonvilles devaient être démolis. C'est une loi très importante, puisqu'après la loi Debré, quand elle a été appliquée, tous les bidonvilles de France ont été démolis, y compris ceux de Nanterre, évidemment. Bon. Mais il y avait en préambule des paragraphes précisant que le mode de vie des Maghrébins et des émigrés était différent de celui des Français et qu'il fallait sans doute habituer cette population maghrébine à un mode de vie français et à habiter un espace français qui pouvait leur être étranger. Donc la cité de transit était non seulement une cité qui permettait d'attendre les logements qui n'étaient pas encore construits, mais aussi qui permettait d'éduquer, entre guillemets, les Maghrébins à un espace français moderne. Et il y a un aspect un petit peu colonialiste. À l'époque, on identifiait ça, et Bourdieu, Pierre Bourdieu, le sociologue, disait qu'il y avait un colonialisme culturel qui fait que quelque part, les autorités françaises imposaient la culture française aux émigrés en niant toute identité culturelle au bidonville. On démolit le bidonville, on repart à zéro et on fait habiter les gens dans des logements qui étaient en fin de compte qu'une réduction des grands ensembles. Quand vous regardez le plan de la cité de transit, qui est juste en face d'ailleurs du bidonville, vous apercevez que c'est comme un grand ensemble. Il y a des bars, il y a des grands espaces vides, il n'y a plus de rue. Derrière vous, du coup. Eh bien voilà, oui, vous avez donc en haut de la photo, vous avez le bidonville, vous voyez sa compacité, vous avez les rues, les ruelles, chaque maison a une cour. Et en face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la cité de transit avec ces grands espaces qui soi-disant étaient verts, mais qui sont souvent des espaces vides, qui ressemblent volontairement aux grands ensembles construits à la même époque. Il fallait donc éduquer, entre guillemets, je dis bien éduquer, entre guillemets, la population maghrébine pour aller habiter dans le grand ensemble. Et avant d'habiter dans le grand ensemble, ils habitaient dans la cité de transit pour quelques mois ou quelques années. Alors, comment a été perçue par les communautés algériennes, marocaines, la destruction des bidonvilles ? Je crois qu'il y a deux sentiments qui étaient liés, évidemment. Il y a le sentiment de nostalgie, parce que tous ces habitants ont vécu leur jeunesse dans le bidonville. Donc, il y a eu un déchirement, certainement, à la destruction de leur maison. Quand même, c'était des maisons, c'était pas des baraques. Et par ailleurs, les logements qui leur étaient proposés apportaient un très net confort. Elles étaient chauffées, il y avait de l'eau, il y avait des salles de bain, il y avait des cuisines, il y avait tous les éléments de confort qui n'étaient pas, qu'ils n'avaient pas dans les bidonvilles, parce que le bidonville, il faisait froid l'hiver, très chaud l'été, il y avait des rats, les rues étaient boueuses dans l'un des bidonvilles. Dans le bidonville le plus important, il n'y avait pas de ciment. Dans l'autre, il y avait du ciment, donc c'était beaucoup plus propre. Donc ils quittaient un endroit relativement sale, pour lequel il y avait une certaine honte, il faut le dire, pour habiter des logements propres, soignés, qui représentaient le progrès architectural et social.
Alors aujourd'hui, où se trouvent les bidonvilles? Qui y habitent? Est-ce que c'est toujours des étrangers? Écoutez, en ce moment, il n'y a plus beaucoup de bidonvilles en France. Il y a des micro-bidonvilles qui s'installent en relation avec l'arrivée des migrants. Vous savez que le plus grand bidonville qu'on ait vu ces dernières années en France, à Calais. C'est la fameuse jungle de Calais dans laquelle il y a eu quand même près de 10 000 habitants au moment où elle a été démolie dans les années 2000, au début des années 2000. Mais ces bidonvilles sont très différents parce qu'il y avait beaucoup de communautés. Il y avait des Soudanais, il y avait des Pakistanais, il y avait des Éthiopiens, il y avait des Pakistanais, des Bangladeshis. Toutes ces communautés convergeaient vers Calais pour aller en Angleterre. Et elles ne s'entendaient pas entre elles. Elles ne parlaient pas le même langage, elles n'avaient pas la même religion, elles ne venaient pas des mêmes pays. Donc elles se regroupaient en communautés, en groupements, le long d'une rue principale qui était la rue principale du bidonville. Alors il y avait des groupements de communautés de différents pays, des différents migrants venant de différentes régions. Merci beaucoup Serge Santelli. Je rappelle votre étude, La rue des Pré-habités, un bidonville à Nanterre, publié à la Société d'histoire de Nanterre. C'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV5 Monde, à demain.